Oh, allô, ah, ok. Eh bien, bonjour, merci à toutes et à tous d'être là, merci aux organisateurs et voilà. Je cherchais autre chose parce que ça sentait, c'était lancé, puis non. Euh, donc, je me présente, je m'appelle Sébastien Moreau, je suis vulgarisateur scientifique. Donc, globalement, mon boulot, c'est de lire des études horriblement chiantes et ensuite de venir faire des blagues à ce sujet. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter certains travaux qui ont été faits sur les poissons, certains travaux assez récents. Donc, il faut savoir qu'à côté de ça, je donne un cours dans un DE à l'école vétérinaire de Lyon et j'ai issu ça de ce cours qui dure 7 heures. Vous allez en avoir une version de 45 minutes, donc c'est plus une approche, une introduction, plutôt que vraiment quelque chose d'exhaustif. Alors, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que le poisson, parce que j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec des gens qui étaient pêcheurs récemment, et qui me disaient, oui, mais le poisson, ça fait ci, le poisson, ça fait ça. Mon copain, le poisson, ça n'existe pas, c'est plus compliqué que ça. Ensuite, on va voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau des sociétés chez les poissons, qui ne sont pas nécessairement des animaux aussi solitaires qu'on pourrait le croire. Et là, vous êtes en train de vous dire, il a écrit le poisson, ça veut rien dire en premier, il y a de ça dans toutes ses parties après. Je le sais, c'est pas ma faute, c'est notre langage. Ensuite, on va aller voir un petit peu les tests qui ont été faits sur ce qui se passe dans leur tête, comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment ils raisonnent, comment ils font des mathématiques, parce que oui, ils font des mathématiques. Comment est-ce qu'ils font pour relancer une télévision, parce que chez moi, il n'y a rien qui envahit. Euh, donc les poissons n'ont pas de... Alors toutes les espèces n'ont pas été étudiées, mais théoriquement, il n'y a pas de télévision. À cause de l'électricité, sous l'eau, c'est dangereux. Euh, Ensuite, on ira voir celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui est un petit poisson qui est en train de foutre une merde absolument monumentale dans toutes les expériences et notamment tout ce qu'on pensait connaître en sciences cognitives, où on disait, eh, ça, il n'y a que les primates qui peuvent le faire. Et on a un truc grand comme ça qui est arrivé et qui a fait, non. Ensuite, on ira soulever un peu la question des émotions chez les poissons, qui est une question extrêmement brûlante en ce moment. Et ensuite, on fera une conclusion parce qu'il faut toujours faire une conclusion. Alors, tout d'abord, le poisson, pourquoi ça ne veut rien dire? Je ne vais pas vous embêter avec les trucs de classification où on dit ah, mais dans les classifications, le poisson, ça n'a plus aucun sens. Je vais faire beaucoup plus simple que ça. Quand on parle d'un poisson, on parle globalement de entre 30 000 et 35 000 espèces d'animaux qui vivent dans l'eau, donc de vertébrés aquatiques non mammifères. Ces animaux-là, euh, pour vous donner une idée, les mammifères, c'est quelque chose comme 5 000 espèces, les oiseaux, c'est quelque chose comme 11 000 espèces. Ce qui veut dire que quand on me demande en me disant, hey, viens parler des poissons en 45 minutes, c'est comme si on me disait, hey, viens parler des vertébrés terrestres en 45 minutes. Qui va comprendre le gorille, l'âne, la langouste, pas la langouste, la loutre, tout un tas de trucs qui juste ne font pas partie du même groupe. Donc, ce que je vais vous expliquer ici, c'est certains exemples sur certains animaux, mais il faut réaliser que, à l'heure qu'il est, les connaissances qu'on a sur les poissons, elles sont ridicules. On connaît vraiment assez peu de choses. Il y a des espèces qui n'ont jamais été étudiées du tout. On ne connaît rien dessus. Alors, on a affaire à des animaux qui vont vivre sur la planète, et la planète, elle est constituée en grande majorité de zones aquatiques. Or, dans ces zones aquatiques, il y a plein d'environnements différents. Vous allez avoir des grandes profondeurs, vous allez avoir des espèces de mangroves avec très peu de visibilité, vous allez en avoir qui vivent dans les rivières, dans les lacs, dans tout un tas d'environnements. Et donc, on se retrouve avec des adaptations de poissons qui peuvent vivre dans tous ces environnements et qui ont développé des capacités, que ce soit des sens électriques, des sens olfactifs, des sens gustatifs complètement débiles. Par exemple, les poissons-chats ont des papilles gustatives le long du corps, qui fait qu'ils peuvent goûter à distance. Moi non plus, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais vous avez des poissons qui, en fait, il existe à peu près tout chez les poissons. Plus grande diversité d'appareils auditifs, c'est les poissons. Plus grande diversité d'appareils olfactifs, donc pour l'odorat, c'est les poissons. Le poisson, l'animal le plus dissymétrique du règne animal, c'est un poisson. Ce sont toute la famille des poissons plats, les flétans, qui ont les yeux qui changent de côté quand ils deviennent adultes. Bref, on a plein de trucs. On en a qui sont tout petits comme ça, on en a comme le requin-baleine qui vont être gigantesques. Donc, je vais commencer juste par vous montrer une vidéo pour se rappeler un petit peu de l'immensité de tout ce dont on parle. Si ma compagne était là, elle me dirait, t'as encore pas enlevé ta musique dramatique de merde de ta vidéo? Non. Je suis dramatique et j'assume.
s'y remet. Et tout ça pour dire que tous les poissons que vous venez de voir, par exemple, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire de l'évolution, tout ça, parce que je n'ai que 45 minutes, mais en général, je le fais. Il faut savoir que d'un point de vue évolutif, par exemple, les requins, tous les poissons cartilagineux, les raies, les requins, etc., sont beaucoup plus éloignés évolutivement d'un thon, par exemple, que le thon ne l'est de nous. C'est-à-dire que le thon est plus proche de nous évolutivement qu'il ne l'est du requin. Donc quand on les met dans une même case, c'est déjà un truc assez étrange. Et comme je le disais, on va vraiment avoir des formes de poissons, des styles de poissons très différents. Par exemple, là, c'est le fameux. Eh, ça s'affiche pas sur une télé LCD? Ok. Le poisson qui est en haut à gauche pour vous, qui est un poisson plat, c'est littéralement des poissons quand ils sont petits, ils sont totalement symétriques, c'est nickel, tout va bien. Et une fois qu'ils arrivent à l'âge adulte, les choses commencent à déconner. Il y a un œil qui commence à migrer progressivement jusqu'à ce que le poisson devienne un Picasso avec les deux yeux du même côté. Et ça fait partie des grandes différences. Par exemple, les sols, les raies, etc., ils ont les yeux au-dessus, la bouche en dessous, tout va bien. C'est à peu près organisé correctement. Ça, c'est n'importe quoi, c'est du cubisme. C'est-à-dire que le poisson que vous voyez là, il est sur le flanc. C'est-à-dire qu'il vit ensuite à plat, sur le sable. Et du coup, s'il avait les deux yeux du même côté, il aurait un œil dans le sable. Donc niveau ophtalmo, tout ça, c'est un peu moyen. Donc la nature a dit, attends, j'ai une idée à la con, bouge pas. Et ça a fini là-dessus. C'est très les pauvres pitchouns. Et on va avoir vraiment une très grande variété. C'est-à-dire que, par exemple, si vous deviez définir ce qu'est un poisson, quelle est une caractéristique qui nous dirait avec certitude ceci est un poisson? Est-ce que quelqu'un a une idée? Des branchies, ok. On a des poissons qui n'ont pas de branchies parce qu'ils n'ont pas besoin de respirer sous l'eau. Les Arapandaïmas sont des poissons qui respirent uniquement à l'air libre. Et on va avoir tout ce qui va être d'hypnose, qui ont des poumons, etc. Donc les poissons ne respirent pas nécessairement sous l'eau. Par exemple, des nageoires. Alors on va avoir des nageoires, effectivement. Après, merde, mais oui, mais dans ce cas-là, les dauphins sont des poissons. En fait, vous n'arriverez pas à trouver des trucs parce que vous avez tout et n'importe quoi. Des fois, on me dit aussi, ils ont des écailles. Les poissons-chats n'ont pas d'écailles. On va me répondre, donc le truc de respirer sous l'eau. Ou alors, ils sont ovipares, ils font que des œufs. Non, vous avez tout chez les poissons. Des ovipares, des ovovivipares, vous avez des vrais vivipares purs. Vous avez tous les systèmes de reproduction interne, externe. C'est un merdier sans nom. Vous avez plein de poissons qui vont changer de sexe, donc soit une fois dans leur vie, soit qui vont changer, soit qu'on les deux en même temps. Et là, ça devient vraiment compliqué, parce qu'il faut qu'ils négocient entre eux qui fait les gamètes mâles, qui fait les gamètes femelles. Vous pouvez avoir vraiment une immense, immense quantité de trucs différents et assez alarmants par moment. Et par exemple, vous allez aussi, le petit qui est en haut, lui, une Atonemus petersi, ça c'est carrément un poisson qui peut produire de l'électricité, reconnaître son environnement grâce à l'électricité, et manifestement, il percevrait des couleurs à travers son sens électrique. C'est-à-dire l'équivalent de nos couleurs visuelles, il l'aurait à travers son sens électrique. Vous ne comprenez pas, je ne comprends pas non plus, je vous rassure, on n'a pas de sens électrique. Mais si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Cervelle d'Oiseau, où j'explique en détail comment est-ce qu'on a déterminé ça. Alors maintenant qu'on a mis ça au clair, on va parler un petit peu des sociétés de poissons, parce que les poissons, c'est pas tant que ça des animaux solitaires pour beaucoup d'entre eux. Pendant longtemps, on a cru que les requins étaient des animaux solitaires. Il s'avère qu'on a une publication qui est sortie. Alors, ce qui est écrit en petit, c'est les références des études. Vous n'êtes pas obligé de les lire, ni de les apprendre par cœur. Vous aurez une semaine avant l'interrogation. Donc, cette étude-là, elle est sortie, je ne vois plus l'année, mais elle est en 2020, donc elle est assez récente. Et les scientifiques ont observé autour des récifs qu'on voit là-bas différentes communautés de requins. Et ils se sont aperçus que ces requins, en fait, étaient très fréquemment ensemble, qu'on retrouvait les mêmes individus ensemble et qui créaient vraiment des communautés stables sur au moins 4 ans. En allant encore plus loin, ce qu'on a à droite, donc ce sont des guppies, et c'est ici le réseau social de 4 communautés de guppies de Trinidad. Wow. Donc c'est des communautés de guppies qui vont vivre dans en gros, c'est 2 mares d'eau. C'est dommage que je puisse pas utiliser mon point rouge. En gros, vous avez une mare ici. Elles sont reliées par un petit canal et on en a une deuxième là. Les carrés, ce sont les femelles. Le rond, ce sont les mâles. À chaque fois qu'il y a un trait, c'est qu'on les a aperçus ensemble, fréquemment. Et on se rend compte qu'on a des communautés très régulières d'animaux qui interagissent entre eux de manière absolument stable dans le temps, qu'il y a des communautés fixes et qu'on a aussi, un peu comme on le voit chez les dauphins, des individus très centraux qui permettent de créer du lien entre les différents groupes.
En plus, on sait que chez ces animaux, les paires, on va dire les duos, les groupes, ne se font pas de manière aléatoire. Si vous forcez des guppies à être copains, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes choisir, et en général, des individus avec des types de personnalités proches des leurs. Très actifs, pas très actifs, craintifs, pas craintifs, etc. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit, cette phrase est finie. Hop. Donc on a des réseaux qui peuvent être même complexes. Si, pardon, c'est ça que je voulais dire. Une autre chose intéressante, c'est que ce sont donc des sociétés qui fonctionnent un peu comme ce qu'on appelle de la fission-fusion, c'est-à-dire ils vont se regrouper et partir. Et par exemple, on sait que les guppies, si vous avez une zone d'eau avec des guppies à l'intérieur, eh ben, il y a à peu près 11% de cette zone où vous aurez tout le temps au moins 50% des poissons, parce que c'est un peu le centre-ville. C'est là où ils font tout ce qu'ils ont à faire, etc. Et de temps à autre, ils vont aller naviguer, partir, mais ils vont régulièrement revenir. Et contrairement à ce qu'on observe chez certaines autres espèces, ce ne sont pas a priori des amitiés qui vont tenir dans la durée. C'est-à-dire que les poissons vont pas être tout le temps avec un autre poisson. Par exemple, c'est l'inverse chez les vaches. Les vaches, quand elles ont une copine, vous les trouverez tout le temps avec leur copine. Et en revanche, c'est à la fréquence. C'est-à-dire que c'est des poissons qui régulièrement reviennent se voir, tout le temps. Mais pas nécessairement pour très longtemps. Et on peut observer des choses encore plus fortes au niveau de coopération. C'est-à-dire donc ça, c'est des travaux qui ont été faits par Simon Brundle et David Bellwood sur des petits poissons qu'on appelle des poissons cigans. Il n'y a pas vraiment de mot facile en français. Et en fait, ces poissons sont des animaux qui vivent en paire. Alors, ça peut être deux mâles, deux femelles. Adulte, c'est souvent un mâle, une femelle, mais pas obligatoirement. Et en fait, c'est une des premières observations chez les poissons de ce qu'on appelle de l'altruisme efficace. C'est une association altruisme efficace, de l'altruisme réciproque. Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, ces poissons sont végétariens. Donc, ils vont aller manger des algues, des trucs comme ça. Et pour faire ça, il faut qu'ils rentrent la tête dans les récifs. Sauf que dans les récifs, il y a un paquet de dangers. Vous avez des requins, vous avez tout un tas de trucs qui peuvent vous bouffer si vous ne regardez pas. Et bien, ce que va faire l'autre poisson, c'est se mettre en position à 45 degrés pour observer autour, pour contrôler la sécurité de la situation. Et ensuite, s'il y a un danger, il alertera son camarade ou sa camarade. Je l'ai en vidéo, vous le verrez. Et une fois fini, c'est là où c'est intéressant. C'est que ce poisson-là, il peut se casser en fait. Parce que lui ou elle, tout gagné. Ce poisson a mangé, tout est réglé. Perdre du temps à assurer la sécurité pour son copain ou sa copine, c'est pas intéressant. Et pourtant, c'est ce qu'on observe. L'animal va sortir et se mettre en position de sécurité. Donc là, vous les avez tous les deux ici. Donc là, on a le premier qui rentre, l'autre qui se met en position de contrôle. Et une fois qu'il a fini, il se met en position de contrôle et l'autre va manger. Et juste après, vous allez voir le cas avec un requin qui arrive et donc l'alerte de sécurité. Et pourquoi c'est de l'altruisme réciproque? C'est que l'autre est obligé d'engager, prend un risque, il va monter la sécurité au lieu de manger en espérant qu'on lui rendra l'appareil. Voilà, et là, hop, signal d'alarme, les deux se barrent. Et ils reprennent. Donc on a une efficacité qui est assez redoutable dans cette mise en place de sécurité. Mais alors, on a encore plus dingue. On a ça. Alors, ce que vous allez voir là, c'est un cas de coopération, ce qu'on appelle interspécifique, c'est-à-dire entre deux espèces différentes pour chasser. Alors, j'explique le truc. Nous avons le mérou. Le mérou, si on prend des mérous Goliath, par exemple, les gros mérous, c'est la taille de la table, voire un peu plus. C'est globalement, on peut comparer à une espèce de tigre. C'est un tigre extrêmement puissant qui court extrêmement vite, qui est très, très, très balèze. Vous ne le battrez pas à la course. Et ce sont des poissons qui vivent dans les récifs coralliens. Donc, imaginons le mérou se balade, il dit ah, il y a une proie, ouf, il tape un sprint, sauf que la proie, elle est à côté d'un récif. Elle rentre dans le récif. Donc là, le mérou, il est comme un con, parce que même s'il arrive à fond de balle dedans, il va s'éclater dans le récif. Eh bien, en fait, les mérous ont développé une communication pour aller chercher des murènes qui, elles, ont un corps anguilliforme et qui peuvent rentrer dans le récif. Donc, à aucun moment, il y aura de partage de la proie. C'est-à-dire que si la murène rentre et chope la proie, c'est elle qui gagne. Si la murène fait fuir la proie et que la proie sort de n'importe quel côté du récif, elle a une Formule 1 qui l'attend. Donc, c'est perdant-perdant pour la proie. Et pour eux, en revanche, il n'y en a qu'un des deux qui va gagner. Mais ce qui est extrêmement fascinant, c'est que le mérou communique avec la murène. On parle de deux espèces très différentes. Et le mérou, en fait, va s'approcher, vous allez le voir après en vidéo, il s'approche de la murène et il vibre de la tête en touchant la murène, il fait comme ça. Et c'est une communication qu'il a développée juste pour elle, pour l'attirer. Et ensuite, il va l'emmener là où est rentrée la proie et il va pointer le trou dans lequel est rentrée la proie, pardon.
pour que la murène y aille. Il y a plusieurs aspects assez fous là-dessus. C'est que pendant longtemps, on a pensé que les animaux ne communiquaient que des émotions. Or, on s'est aperçu de plus en plus que les animaux peuvent avoir ce qu'on appelle des signaux référentiels, c'est-à-dire qu'ils font référence à quelque chose d'autre, à quelque chose d'extérieur. Et littéralement, le mérou dit la proie est rentrée là. On sait que les mérous, si jamais ils ont trouvé personne d'intéressant, ils vont pointer en attendant que quelqu'un arrive. Et il y en a qui ont été observés à pointer jusqu'à 25 minutes. Et ils acceptent de coopérer avec d'autres animaux que des murènes aussi. Par exemple, il va y avoir des poissons perroquets avec des gros becs qui peuvent casser le corail. Dans ce cas-là, ils vont aller chercher un poisson perroquet pour qu'il pète le corail. On le verra après, ils chassent aussi avec des céphalopodes de temps à autre. Qui est encore plus fou parce qu'on n'est même plus sur des vertébrés. Et dernière chose, je vais d'abord vous montrer ce truc-là et ensuite je vous montre la dernière chose. Non, bah, c'est typiquement la dernière chose. Donc ça vient de l'étude, la qualité est pas folle. J'aurai une meilleure qualité avec un céphalopode après. Donc là, vous avez la murène, le mérou, et le mérou fait sa vibration. Il touche la murène et il l'appelle. Et il faut savoir que le mérou est un chasseur diurne, la murène est un chasseur nocturne. Donc lui chasse de jour, elle chasse de nuit. Du coup, la murène, elle n'a pas trop envie d'aller chasser avec le mérou. C'est pas rare qu'elle s'arrête pour s'endormir et que le mérou soit obligé de retourner la tapoter pour se la faire venir. Voilà, donc là, alors, la qualité vidéo est ce qu'elle est. On n'a pas beaucoup d'enregistrements en fait. Voilà, donc là, ça c'est vraiment des vidéos qui viennent des études qui ont été rapportées par les chercheurs et les chercheuses. Voilà, là il indique où est rentrée la proie. Et ensuite la murène va aller partir à la recherche. Et un des trucs qui est dingue, c'est que les scientifiques ont montré que les mérous sont capables de sélectionner les murènes par efficacité. C'est-à-dire qu'ils vont se balader, tester. S'il y a des murènes qui sont nuls, qui rapportent pas les proies, qui viennent pas, qui s'endorment toutes les 3 minutes, ils vont arrêter d'aller les chercher. C'est ce qu'ils ont fait ici en aquarium. Globalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis donc un faux récif. Dessous, il y a une récompense que le mérou ne peut pas attraper. Et là, il y a une murène en plastique qui est fait avec un talent incroyable, c'est-à-dire vraiment juste un morceau imprimé en plastique, mais ça suffit pour le mérou. Et du coup, le mérou va venir, va appeler la murène, et la murène va soit aller dessous, et la nourriture va être donnée en haut, et le mérou considère que la murène a bien fait son taf, soit la murène va rester là comme une grosse patate et pas bouger. Donc, soit une murène efficace, soit une murène pas efficace. Et ensuite, on donne au mérou le choix entre une murène qui sait être efficace, qu'il a déjà expérimenté par le passé comme étant efficace, et une autre qui l'est pas. Et on se rend compte qu'ils sélectionnent par efficacité les murènes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une publication comparée à cette époque-là, et ils ont montré qu'ils utilisaient la même stratégie que les chimpanzés pour choisir un partenaire. Voilà, bon, c'est pas très intéressant, mais non, j'ai dit non. Et ça, donc j'ai volé. Alors, si vous vous demandez d'où venaient les très belles images tout à l'heure, je les ai honteusement volées à Blue Planet 2 de la BBC. Et ça vient de là-bas aussi. Et donc là, c'est avec une pieuvre. Je préviens pour les gens qui pourraient y être sensibles, la proie se fera attraper par le mérou à la fin. Mais on voit rien de très gore. Et donc voilà, il indique, la pieuvre va y aller. Donc la pieuvre, elle a une technique de chasse qui est assez différente de la murène. Elle fait une espèce de gros voile, elle recouvre et ensuite elle cherche avec les bras. Et c'est le mérou qui l'attrape. Et ensuite, on va se rendre compte que vraiment, les deux animaux chassent ensemble. Il faut vraiment réaliser à quel point ce qu'on voit là est incroyable. Parce que, à ma connaissance, sur les animaux terrestres, ça serait un invertébré, avec des insectes peut-être, trucs comme ça. On connaît quasiment aucun cas, en fait, sur Terre. Ce truc-là est vraiment incroyable. Vraiment, c'est énorme. Je vais un peu vite, mais j'ai tellement de trucs à vous montrer et tellement peu de temps devant moi.
Il faut savoir aussi qu'on a découvert petit à petit qu'il existait des équivalents de transmission culturelle ou de tradition qui existaient chez les poissons. On sait par exemple que si des poissons apprennent en suivant un autre poisson une route pour s'échapper d'un endroit, même si on enlève le poisson d'origine, les autres emprunteront toujours cette route, même si cette route devient moins efficace qu'une autre. Au bout d'un moment, ils vont finir par changer, mais ils vont rester sur la même idée qu'ils avaient au départ. Et une des grandes expériences qui a été faite, c'est celle-ci sur des gorettes jaunes. En gros, ce qu'ils ont voulu montrer, c'est est-ce que les poissons utilisent leur environnement de la façon dont l'environnement les oblige à le faire, c'est-à-dire il y a à manger là, on va là, on va se reposer là, on va là parce qu'il y a des abris, ou alors est-ce qu'ils s'adaptent selon tout un tas de raisons culturelles, le fait de copier les autres, etc. Et donc ils ont pris une population de gorettes jaunes et ils ont regardé où est-ce qu'elles allaient, quelle était leur migration verticale dans la journée, dans la nuit, tout ça, dans quel supermarché elles font leurs courses. Et une fois que c'est bon, ils rajoutent des nouveaux poissons qui n'ont jamais vécu là. On regarde ce que font ces poissons. Et on s'aperçoit que ces poissons utilisent le territoire de la même manière que les anciens. Donc là, on peut se dire, bon, bah, peut-être que c'est le territoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on enlève les premiers poissons et qu'on laisse ceux-là? Ceux-là continuent à utiliser le territoire pareil. Ok, ça nous prouve rien. Maintenant, on dégage tout le monde et on met une nouvelle population. Et ben, on s'aperçoit que cette nouvelle population n'utilise pas le terrain de la même manière. Donc c'était bien quelque chose qui s'est transmis de poisson en poisson, la façon dont ils utilisaient, et non pas, c'est pas l'environnement lui-même qui les obligeait à fonctionner comme ça. On a aussi une étude qui a été faite sur plus de 12 ans sur des girelles bleues, sur leurs endroits de naissance, et on se rend compte, pas de reproduction, et on se rend compte qu'elles reviennent au même endroit à quelques centimètres près. Au bout de 6 mois où elles sont parties, elles reviennent exactement au même endroit. C'est des poissons qui vivent pendant 3 ans. Et l'étude a duré 12 ans, et donc on sait que sur 3, 4, 5 générations, les sites de reproduction ne sont pas perdus. En revanche, si vous enlevez la population et que vous mettez une nouvelle population, ce ne sont pas les mêmes sites de reproduction qui sont utilisés. Donc on a vraiment des transmissions qui se font, sachant que ce n'est pas un truc qui est absolument incroyable, parce qu'on a longtemps pensé que les cultures, enfin la culture, les traditions, les trucs comme ça, nécessitaient des grosses capacités mentales. Et très récemment, rien que cette année encore, il y a des publications qui sortent chez les bourdons, qui montrent que les bourdons qui n'ont pas de fonctionnement générationnel parce que les colonies meurent, et ben pourtant ils ont tous les mécanismes de transmission culturelle déjà en place, et même de phénomènes très très complexes. Alors, on a aussi la question de l'amour. Est-ce que les poissons peuvent créer de l'affection entre eux? Alors, c'est dur de répondre, mais on a quand même quelques petits indices dont on parlera un peu plus avec les émotions tout à l'heure. Mais on sait que, par exemple, souvent, on pense que les poissons, comme c'est le cas chez beaucoup, ce sont des ovipares et qui vont être en fécondation externe. C'est-à-dire que la femelle vient, elle fait un petit nid, un truc comme ça, elle fait les œufs, le mâle arrive, il frétille au-dessus, il balance la purée, et du coup, ça va faire des bébés dont personne ne va s'occuper. C'est souvent ce qu'on imagine. Or, c'est pas du tout le cas. Ça dépend des espèces. Il y en a, ce sera le cas, mais il y en a beaucoup, ce ne sera pas le cas. Par exemple, là, on est chez des poissons. Ces cyclidés-là vivent en couple, et en couple extrêmement soudés. Et ils ont voulu voir à quel point ça modifiait leur comportement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris. Alors, est-ce que j'ai un zoom du dispositif? Ah non, ça, c'est les résultats. Donc, en gros, ils ont fait un aquarium comme ça, et ils ont pris un mâle et une femelle qui sont en couple stable. Ensuite, si là, donc, là, il y a un aquarium où on va mettre un deuxième poisson, et notre sujet va être dans l'aquarium de devant. Donc, si on vu de haut, ça, c'est l'aquarium de notre sujet, et ça, c'est l'aquarium de l'autre animal. S'il rentre dans la boîte avec le rond bleu, il aura à manger, et l'animal en face aura aussi à manger. S'il rentre là où il y a le triangle rouge, il aura à manger, l'autre animal, walou. Donc en gros, on a un comportement pro-social, je donne à manger à l'autre, un comportement antisocial, je donne à manger qu'à ma gueule. Et qu'est-ce qui se passe si on met personne? Alors, si on met personne, donc ça, c'est le hasard. Ça, c'est antisocial, pro-social. Contrôle, il n'y a personne, on n'est pas loin du hasard. C'est-à-dire que l'animal va des fois dans le rond, des fois dans le triangle, peu importe. Si jamais on met sa compagne, pro-social à bloc, à sa compagne, il va toujours lui donner à manger. Si jamais on met un autre mâle, comportement antisocial, il est hors de question de favoriser un potentiel concurrent. Si jamais on met une nouvelle femelle, alors là, c'est compliqué. Si on met une nouvelle femelle, le mâle va avoir des comportements, contrairement à ce qu'on voit là tout de suite, il va avoir des comportements antisociaux au départ. Et s'il a été séparé depuis plus de 10 jours, et qu'en gros, il peut commencer à considérer que la femelle s'est foutue, il va commencer à donner à l'autre femelle. Donc c'est pour ça qu'on a un score qui est moins haut, en fait, parce que ça va prendre plus de temps.
Et si jamais on lui présente une autre femelle et que sa femelle est à côté et qu'elle peut voir, full antisocial. Il ne triche pas, il ne trahit pas, il ne trompe pas. Donc, c'était un peu rapide, mais en fait, sur les poissons, en matière de société, il faut comprendre que les poissons interagissent beaucoup entre eux, qu'ils peuvent avoir des dynamiques sociales très complexes, même entre espèces différentes. Et je ne sais plus ce que j'ai marqué. Euh, ah oui, et que les comportements sont extrêmement flexibles et qui vont régulièrement varier selon le contexte, selon qui observe. Par exemple, les poissons combattants qui se battent, il faut savoir que leur type de combat varie selon si c'est un mâle qui les observe, si c'est une femelle qui les observe, s'ils connaissent l'animal qui les observe, s'ils se sont déjà battus contre l'autre. Tout est très variable contextuellement. J'avance. Ça fait un peu pas de cours, je suis désolé, mais alors maintenant, au niveau des comportements, des cognitions purement mentales, un des trucs qu'on entend souvent, c'est les poissons, ils ont 3 secondes de mémoire. Alors en fait, ça vient de j'en sais rien, ça vient de nulle part. C'est-à-dire qu'on sait depuis très longtemps qu'il y a beaucoup de poissons qui ont une très bonne mémoire et d'autres non et on s'en fout, en fait. Pourquoi? Parce que à quoi ça vous sert d'avoir une mémoire? Bah, ça vous sert à pouvoir réutiliser un comportement plus tard, à mémoriser, mais ça, c'est intéressant si vous vivez dans un milieu fixe. Si vous viviez dans un milieu changeant, c'est plus pratique d'oublier, réapprendre, oublier, réapprendre. Littéralement, au niveau de la mémoire, moi, je peux vous trouver là tout de suite des oiseaux, j'ai Agatha devant qui pourra nous donner des exemples, des oiseaux qui nous défoncent en matière de mémoire à long terme. Il y a des oiseaux qui cachent des graines pour pouvoir manger l'hiver. Ils ont besoin de se souvenir 6, 7, 8 mois plus tard où est-ce qu'ils ont caché les 10 000 graines qu'ils ont planquées. Et ils y arrivent. Moi, je sais pas ce que j'ai mangé avant-hier, mais parce que j'en ai pas besoin, je m'en fous. Les oiseaux, ils s'en foutent pas. Et donc, chez les poissons, on observe un peu la même chose. Mais on sait depuis hyper longtemps que les poissons peuvent avoir une très bonne mémoire. Ça, c'est des travaux qui datent de 1951, où on a montré que ces poissons sont des poissons qui vivent, en fait, en gros, à marée haute. Ils regardent le sol, ils vérifient un peu la topographie des lieux, où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce qu'il y a des bosses. Une fois que la mer se retire, ils choisissent une plaque qui devient leur endroit de vie, et ils vont faire leur vie là-bas. Et si on les dérange, eh bien, ils sont capables de sauter de flaque en flaque jusqu'à la mer. De mémoire. Comment on sait que c'est de mémoire? Parce que Aronson, Lester Aronson, qui a fait ses publis, ce qu'il a fait, c'est qu'il en a pris certains, il a construit des faux bassins artificiels que les poissons n'avaient jamais pu observer, et il les a foutus dedans. Et là, même si vous lui mettez des claques aux fesses, le poisson ne bouge pas. Il ne sort pas de la flaque, puisqu'il ne sait pas comment c'est fait. Et si on arrive à l'inciter à sauter, eh ben, il va tomber à côté, il va sauter de manière totalement aléatoire. Parce qu'on aurait pu dire peut-être qu'il saute et qu'il se dirige en l'air, en fait. Mais ce n'est pas le cas. On sait que ce n'est pas le cas. Et on a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les poissons d'une manière générale, sur la capacité de repérage spatial. Aujourd'hui, la capacité de repérage spatial, c'est le truc le plus étudié chez les poissons. Par exemple, on l'a fait avec des labyrinthes, où vous avez des labyrinthes tentés avec des guppies, où il faut se souvenir que dans le premier, il faut tourner à droite, dans le deuxième, il faut tourner à gauche, dans le troisième. Et ben, il faut savoir que les poissons qui ont fait ces labyrinthes-là, au bout d'une journée, on était à 78% de réussite. Et très très rapidement, on est monté à plus de 90% de réussite. Beaucoup de poissons qui vivent dans des environnements complexes ont des aptitudes de repérage spatial aimantes. Ensuite, on a les maths. Les maths, c'est très intéressant parce qu'on a souvent tendance à considérer que c'est quelque chose de très humain. Or, pas du tout. Toutes les espèces d'invertébrés, d'ailleurs, toutes les espèces animales testées jusqu'à aujourd'hui sont capables d'évaluer les quantités, sont capables de compter à peu près de 1 jusqu'à 4 et ensuite de faire des approximations. Ce qui correspond aussi aux humains qui vivent dans des cultures qui n'ont pas de langage très complexe pour les mathématiques. C'est-à-dire qu'on a trouvé des tribus qui comptaient 1, 2, 3, 4, beaucoup. Et c'est exactement comme ça que fonctionnent quasiment tous les animaux. Je ne vais pas rentrer trop loin dans le détail, mais en réalité, il semblerait que les notions spatiales et les notions numériques soient gérées plus ou moins par le même mécanisme. Et donc, on a montré que les poissons sont capables d'évaluer, par exemple, s'ils doivent aller d'un côté où il y a plus ou moins de récompenses, d'aller de symboles. Il faut aller là où il y a moins de symboles ou plus de symboles. On a aussi fait des expériences où ils étaient dans une espèce d'aquarium rectangulaire horizontal et ils devaient avancer. Il y avait plein de petites portes sur le côté qui leur permettaient de sortir et de s'en aller dans un autre aquarium mieux. Et ils avaient appris que c'était à chaque fois au troisième. Au bout de 3 trucs, on tourne à gauche. Et peu importe comment on organise les couloirs, si on change la distance, si on change la position, etc., ils sont capables de compter troisième à gauche. Mais plus fou, une étude donc de Vera Schussel, qui a fait ces travaux-là, directement inspirés de travaux qui ont été faits sur les abeilles, en l'occurrence,
Donc à la base, c'était une publi de 2019 qui est sortie sur les abeilles, qui a fait exploser tout le monde en montrant que les abeilles pouvaient ajouter ou soustraire des unités quand elles comptaient. Ils ont voulu faire le test sur les poissons. Alors comment ça marche? En gros, donc ça a été fait avec une raie et ça a été fait avec des guppies, je crois. Et donc au départ, la raie va rentrer et elle va être devant un premier panneau. Ce panneau va avoir un certain nombre de motifs. Par exemple, là, on va avoir, ça doit être 2 ronds bleus. Ensuite, elle va rentrer et elle est dans ce qu'on appelle un labyrinthe en Y. Labyrinthe en Y, c'est un des protocoles les plus classiques en comportement animal. C'est l'animal voit un premier truc, ça lui dit il va falloir que tu répondes ça après. Il rentre, à gauche il y a une réponse, à droite il y a une autre réponse. Il faut choisir laquelle est la bonne. Et là, le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui en a deux. Il y en a un qui a juste un et l'autre qui a trois. Donc, que va faire l'animal? Eh bien, en fait, ce qu'il faut qu'il comprenne, par essai-erreur, parce que j'insiste, on ne peut pas leur expliquer les règles, il faut que les animaux comprennent que quand c'est bleu, il faut additionner une unité quand vous êtes dans le labyrinthe. Quand c'est jaune, il faut soustraire une unité. Vous imaginez le merdier du truc? On ne vous l'explique pas et on vous met devant ces trucs-là, il faut que vous compreniez la règle. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a noté des très grandes différences, c'est-à-dire que les raies ont globalement eu un taux de réussite inférieur à celui, c'est des guppies, c'est quoi qui était dessus? Je sais plus. Ouais, je crois que c'était des guppies. Elles ont eu un taux de réussite en matière de groupe qui était moins bon que les guppies. Il y a plus de guppies qui ont réussi à le faire que de raies. Mais individuellement, les raies avaient des meilleurs résultats que les guppies. C'est-à-dire que les guppies sont globalement bons, moyens. Les raies sont globalement un peu moins bonnes. Mais alors, celles qui sont bonnes, elles sont bonnes. En gros, c'est comme ça que ça marchait. Donc, ces poissons sont capables d'additionner ou de soustraire une unité sur la base d'une information symbolique, une couleur, et ce, sans pouvoir leur apprendre la règle. Et on a la question des outils. Pendant longtemps, on a considéré que seuls les humains pouvaient utiliser des outils, jusqu'à ce que Jane Goodall mette les pieds en Afrique et fasse pardon, non. Jusqu'à ce qu'on ait d'autres chercheurs qui mettent les pieds en Nouvelle-Zélande et qui font excusez-nous, on a des oiseaux là qui font des trucs un peu badass. Et les poissons, c'est un cap qui est dur à passer parce qu'en fait, il y a beaucoup d'outils qu'on utilise en nous appuyant sur la gravité. Si je prends un marteau et que je veux casser avec un marteau, j'utilise la gravité. Blam. Le problème, c'est que l'eau, elle a une résistance qui est telle que vous ne pouvez pas faire ça. Et en plus, souvent, il faut des appendices pour pouvoir manipuler. Or, les poissons, les appendices, c'est pas leur spécialité. Donc, forcément, ça peut causer des problèmes. Et une des utilisations d'outils qui a été soulevée et qui a été très, très vertement critiquée, c'est l'utilisation de l'eau comme un outil. Et chez les poissons archers, c'est le fait de pouvoir cracher hors de l'eau pour toucher des cibles. Alors, c'est marrant parce qu'on a toujours un peu deux poids, deux mesures. Quand c'est des poissons archers qui crachent de l'eau, on dit ah non, c'est pas des outils. Il y a une expérience qui a été faite, il y a des orang-outans où ils ont un tube à essai avec une cacahuète dedans et il faut qu'ils aillent chercher un robinet pour se mettre de l'eau dans la bouche, pour cracher l'eau dedans, pour faire monter la cacahuète. Et là, on dit hey, ils utilisent l'eau comme un outil. Bref, donc les poissons archers sont des poissons qui sont connus pour cracher hors de l'eau pour essayer de tirer sur des proies. Il faut savoir qu'ils sont très connus aussi des chercheurs parce qu'ils sont très ils aiment bien tester les choses. Et donc, si vous êtes en train de les regarder, il y a de bonnes probabilités qu'ils vous crachent dans l'œil ou dans le nez. Donc là, ils ont juste tendu un fil avec je sais pas trop quoi au milieu et on voit les poissons qui tirent dessus avec une précision assez impressionnante. Et donc, ces poissons, quand ils sont petits, mangent des proies qui sont aquatiques. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Le problème, il se passe qu'il y a un moment de leur vie, ils vont commencer à chasser des proies hors de l'eau. Donc, ils vont cracher et choper des insectes qui sont sur des feuilles. Mais au fur et à mesure, ils vont être capables de tirer sur des proies en mouvement qui sont hors de l'eau. J'aimerais juste qu'on s'arrête là-dessus. Vous tirez sur des proies qui sont hors de l'eau. OK. Tout le monde ici a dû prendre un bain au moins une fois dans sa vie. Quand vous allez dans une piscine, quand vous mettez votre bras dans l'eau, vous voyez bien que ça fait une cassure qui n'est pas très nette. Pourquoi? Parce que l'indice de réfraction n'est pas le même. Ces poissons-là ne sont pas dans le même milieu que la proie qui est à l'extérieur, ce qui veut dire que l'endroit où ils voient la proie n'est pas la position de la proie. Autre chose, il y a des questions de vent. Autre chose, ces poissons ne sont pas territoriaux, ce qui veut dire qu'ils ne connaissent pas le coin. Ils sont obligés d'anticiper, de prévoir à chaque fois la vélocité de la proie, la hauteur de la proie. Ce que vous voyez ici, c'est la variation de forme et du bout des différents crachats qu'ils vont faire selon la distance. Et ils sont capables de prendre en compte le vent, ils sont capables de prendre en compte l'indice de réfraction, en fait, tout un tas de trucs complètement aberrants. Aujourd'hui, personne ne sait comment ils sont capables de faire ça. Et en plus, ils sont capables d'anticiper l'endroit où va tomber la proie pour être les premiers à la choper, parce qu'il y a une forte concurrence avec les autres poissons archers et même d'autres espèces qui sont comme ça.
Et donc, il calibre avec la bouche, il forme la bouche autrement pour avoir des jets plus ou moins puissants, plus ou moins larges, et c'est absolument phénoménal. Et d'ailleurs, en tout ce qui est cognition visuelle, on a montré qu'ils sont incroyables. Par exemple, ils peuvent reconnaître un visage humain présenté parmi 44 autres visages humains, alors qu'ils ne voient pas d'humain dans leur vie. Si on fait des rotations du visage, par exemple, ils apprennent à reconnaître un visage de face, et ensuite vous lui présentez deux visages de trois quarts ou de profil, il est capable de reconnaître celui qu'il avait appris de face. Même pour nous, c'est compliqué à faire, en fait. Et sinon, on a des utilisations d'outils qui sont même encore un peu plus convaincantes, qui sont des utilisations d'enclume que vous avez vu un petit peu dans la première vidéo. Encore un vol honteux de BBC, de la BBC. Donc ça, les premières observations de mémoire ont été faites en 2009 et les vidéos n'étaient pas folles et la BBC a ramené ça, qui est juste la vidéo la plus dingue du monde. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a rarement l'occasion de voir un poisson dans sa vraie vie de tous les jours. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on oublie à quel point leur vie peut être complexe. Là, vous allez voir un poisson qui fait ses activités quotidiennes. Et un des trucs, c'est qu'il a un endroit type enclume qu'on va voir, et vous allez voir qu'il va jusque là-bas. C'est-à-dire que le poisson sait qu'il a un endroit, il va aller à cet endroit. A priori, tout est quand même très intentionnel dans son comportement. Et donc là, si vous regardez attentivement cette espèce de corail, vous allez voir qu'il y a un endroit du corail bien spécifique qui est abîmé. Et on va voir à l'intérieur qu'il y a d'autres coquilles, parce que ce poisson utilise toujours le même endroit pour y aller. C'est pas facile avec une bouche de poisson. Vous voyez, là, on voit toutes les autres coquilles qui sont dedans. Voilà, vous venez de voir un poisson utiliser un outil, mais j'ai encore plus badass que ça. Et après, je vais accélérer à fond parce que chez moi, ça tenait en 45 minutes, mais visiblement, je suis trop bavard, je sais, j'ai le chrono sous les yeux. Mais celle-ci, je ne peux pas vous la passer sans vous l'expliquer parce qu'elle est juste trop impressionnante. En gros, dans cette étude, c'est une étude qui était faite sur des morues, si ma mémoire est bonne, ou dorades. Non, c'est la morue. Chez des morues. Et donc, c'est une étude de Sandy Millau et de ses équipes. Et en gros, l'objectif, c'était un truc vraiment lié à la pisciculture, c'est-à-dire qu'il y a un bassin. Donc, le bassin, c'est ça. Ici, on a un dispositif avec une ficelle et le petit bout noir, c'est un bâton. Et donc, les poissons doivent attraper le bâton, tirer avec la bouche. Ça allume la lumière qui est là et on leur donne de la nourriture ici. Les poissons sont très bons pour faire ça. C'est des questions qui sont souvent soulevées en pisciculture. Est-ce qu'on laisse les poissons accéder eux-mêmes à leur nourriture? Est-ce qu'on leur donne automatiquement? Et pour les reconnaître individuellement, ils leur ont greffé une petite perle de couleur dans le dos. Et là, on va s'arrêter sur un seul poisson. On a un poisson qui, premier jour, prend avec la bouche, tire, tout marche bien. Le problème, c'est que quand vous tirez avec la bouche et que la nourriture tombe là-bas, il y a peu de probabilité que vous soyez les premiers à y accéder. Or, au quatrième jour, ce poisson s'est bloqué la perle dans le bâton.
Donc ça a été la panique, il s'est coincé dedans, ça a activé le dispositif, le truc s'est allumé, lui il était en full panique, et les autres sont allés manger là. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure des jours, ce poisson n'utilisait plus que la perle et a développé une technique, alors ils étaient trois à faire ça, où ils se mettaient à tirer avec la perle. Pourquoi? Parce que s'ils tirent avec la perle, ils peuvent avoir la tête directement sous la nourriture. Et ce que vous voyez là, c'est les 10 premiers essais où le poisson essayait de le faire à peu près par lui, enfin comme ça, au hasard. Et ça, c'est l'endroit où il y a le dispositif, ça, c'est la nourriture. Et on voit au début que c'était un peu maladroit, ça partait dans tous les sens. Ça, c'est les 10 derniers essais. On voit que le poisson a développé une vraie stratégie qu'il emploie à tous les coups. J'avance, je chope le bâton, je tourne, je tire, je me détache et je suis à la nourriture. Et trois poissons avec des techniques sensiblement différentes. Donc là, c'est le même poisson, il va tirer à la bouche, là, il l'attrape, hop, il tire, ça allume, la nourriture tombe là-haut. Ensuite, on va voir ce même poisson qui se bloque la perle dedans. Donc vous allez voir qu'il est, voilà, il est en panique, il vient d'être bloqué. Les autres vont manger, il a du mal à se libérer, voilà, il vient de se libérer. Et maintenant, vous allez voir le dernier jour. Il attrape, il tourne, il déclenche, il libère, il est le premier à la nourriture. Vous êtes en train d'observer l'utilisation d'un appendice artificiel sur un poisson, donc qui ne voit pas, donc comme un faux bras artificiel qu'il y a dans le dos, pour utiliser une machine totalement artificielle faite par des humains et améliorer la technique que personne n'avait prévue. Voilà, c'est Docteur Octopus, littéralement. Donc aujourd'hui, de ce qu'on sait de ces poissons, on sait que, là je vous ai donné des tout petits exemples, mais en fait les poissons n'ont rien à envier aux vertébrés terrestres, ils n'ont rien à envier aux mammifères, ils n'ont rien à envier aux oiseaux, parce qu'ils vivent dans des environnements très divers, très riches, et ils ont aussi des challenges qui peuvent être très complexes à relever. Et donc, c'est pas très étonnant de voir des animaux qui peuvent être très intelligents avec des comportements très très riches. Alors, je vais aller très très vite, malheureusement, parce qu'il me reste 1 minute. Euh, alors, je vais passer très rapidement sur le labre nettoyeur. Et si ça vous intéresse, j'ai un livre et je raconte toute sa vie dedans. Mais globalement, c'est un poisson qui a une vie extrêmement complexe, qui mène des stations de nettoyage dans lesquelles il nettoie d'autres poissons, à l'intérieur desquels il a des clients différents, qui va traiter différemment selon si les clients peuvent faire jouer la concurrence avec les autres stations de nettoyage où on va leur nettoyer les peaux, les parasites. Il fait attention à son image de marque. Il fait attention à est-ce qu'il triche pas, est-ce que l'autre poisson qui travaille avec lui dans la station de nettoyage triche pas. Et en gros, ça fait que ces poissons ont des vies sociales tellement complexes que sur certains travaux comparatifs avec des chimpanzés, des orang-outans, etc., ils les ont défoncés. Ça, ça c'est des extraits de la bande dessinée, justement, où les labres se sont avérés être bien meilleurs que des chimpanzés, des orang-outans sur certaines tâches cognitives. Là, on a des tâches de perception du temps aussi qui sont assez redoutables parce qu'il faut qu'ils mémorisent depuis combien de temps un client n'est pas venu. Parce que si un client n'est pas venu depuis un moment, ok, c'est possible qu'il ait à nouveau des parasites. S'il vient de partir et qu'il revient se faire nettoyer juste pour avoir des papouilles, à ce moment-là, le labre ne le traite pas. On n'a pas de temps à perdre. Et si certaines personnes ici connaissent le test du miroir, qui est un test qui a souvent été présenté comme un test pour évaluer la conscience de soi, c'est-à-dire on met un animal devant un miroir, on l'endort, on lui met une croix ou une marque à un endroit qu'il ne peut normalement pas voir, par exemple c'est souvent la tempe, et une fois que l'animal se réveille, on regarde s'il essaie d'enlever la tâche sur lui-même ou sur le miroir ou nulle part. Alors c'est plus compliqué que ça, hein, je vais vraiment très vite. C'est un test qui est contestable parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il évalue, enfin voilà. Mais on s'en est souvent servi pour dire, regardez, les éléphants, ils sont intelligents, regardez, les dauphins, ils sont intelligents. Et les labres l'ont passé, et alors ils l'ont passé mieux que les chimpanzés, que les éléphants. En fait, avec l'humain, c'est l'animal qui le passe le mieux. Et donc, ils se sont fait emmerder par plein de monde en disant oui, mais c'est des poissons, normalement, ça ne devrait pas passer. Du coup, le test n'est pas très valide. Ce avec quoi je suis d'accord. Mais il y a un truc qui est très fun, c'est qu'ils ont fait un des contrôles qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant, parce qu'on leur disait oui, mais pour voir la marque, vous l'injectez sous la peau. Donc, le labre, ça doit le démanger. Or, quand la tache est de la même couleur qu'eux, quand elle est transparente ou qu'elle est de la même couleur, ils n'ont pas de comportement pour essayer de l'enlever. Donc déjà, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des photos. Ils ont montré des photos de lui-même au labre avec ou sans une marque. Et les labres réagissent comme si c'était eux. Et ils ont voulu voir si, comme les humains, ils se reconnaissent au visage. Et du coup, ils ont fait des photos composites avec la tête du labre sur le corps d'un autre individu ou la tête d'un autre individu sur leur corps. Et il s'avère qu'ils reconnaissent leur tête. Si c'est leur tête avec le corps d'un autre, c'est eux. Si c'est la tête d'un autre sur leur corps, c'est un étranger. Donc ça fonctionne comme chez les humains. Donc en résumé, c'est la merde. J'ai pas pu aller trop loin, mais en fait aujourd'hui, les labres sont en train de réussir tout un tas de tests qu'on considérait totalement inaccessibles pour des poissons sur des animaux grands comme ça. Donc les labres remettent vraiment aujourd'hui beaucoup en question l'essence cognitive. Ensuite, il y a la question des émotions, et pareil, je vais passer très vite ce que j'ai déjà dépassé.
Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. C'est très dur d'évaluer les émotions chez les animaux. On a en gros 3 moyens. C'est évaluer la physiologie. Est-ce qu'il y a des hormones particulières qui sont relâchées? Est-ce que le cerveau réagit d'une certaine manière? Certaines aires précises du cerveau réagissent? Est-ce que l'animal présente un comportement qu'on peut interpréter? Par exemple, si je gagne au loto, je vais me mettre à sauter en l'air, c'est un comportement qu'on peut interpréter. Et il y a la partie subjective, comment je me ressens moi en tant qu'individu. Et ça, c'est très dur à faire. Et pour ça, on essaie de regarder à quel point certains éléments peuvent modifier l'attention des animaux, à quel point ça peut influencer leur prise de décision. Et sur ces travaux-là, alors en plus, ça, c'est des travaux français de Chloé Lobu, j'ai pas le temps de m'arrêter dessus, et c'est pour elle que tu viens de prendre cette photo, j'imagine. Et ces travaux commencent à montrer qu'effectivement, les poissons peuvent ressentir des émotions, que ça va modifier la façon dont ils vont prendre leurs décisions. Pour la question de la douleur, on a de plus en plus de travaux qui ont été faits. C'est un grand débat depuis des années maintenant qui dure, depuis presque on va dire 2003, la première grande publi sur cette question. Aujourd'hui, le consensus, il est que on a autant de preuves sur les poissons qu'on l'a sur les vertébrés terrestres qui peuvent ressentir des émotions. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est assez clair. Pourtant, il n'y a toujours pas de protection, notamment autour de la pisciculture. Il n'y a pas de protection de bien-être des poissons. Mais aujourd'hui, on le sait, il y a de très très grosses probabilités pour que les poissons puissent ressentir subjectivement, donc j'entends par là eux-mêmes en tant qu'individus ressentent de la douleur et des émotions de manière générale. Et c'est des choses qui sont assez peu prises en compte encore aujourd'hui. Et déjà en 2017, donc c'est une synthèse qui vient de l'INRA, où dedans il concluait cependant de nombreux animaux, y compris les poissons, sont capables des mêmes processus d'évaluation que ceux qui déclenchent des émotions conscientes chez les humains, sachant qu'on a encore des travaux qui sont sortis depuis et que bah, maintenant, ça serait bien de pouvoir légiférer, de protéger un peu les poissons et de les prendre un peu plus en compte, parce que, comme je le disais, ils n'ont rien à envier aux vertébrés terrestres. Et il y a beaucoup d'espèces qui n'ont quasiment jamais été étudiées en matière comportement et surtout cognition, c'est-à-dire l'intelligence. Les truites, les saumons, etc., qui sont des animaux extrêmement élevés, on n'a quasi que dalle dessus. Et donc, pour conclure, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est face à des animaux qui ont des challenges à relever dans leur vie qui sont largement aussi complexes que ceux des animaux terrestres. Il va y avoir des environnements avec beaucoup de prédation, peu de prédation, c'est facile de trouver à manger, c'est difficile de trouver à manger. Les partenaires sexuels peuvent être très sélectifs, moins sélectifs. On a des poissons qui vont faire des nids pleins de couleurs pour attirer les autres, pour attirer les femelles. On a une immense diversité, par conséquent, c'est pas très étonnant qu'à l'intérieur de ces animaux-là, eh ben, on ait plein de capacités différentes, plein d'intelligences différentes et des mondes qui sont en fait peut-être aussi riches et surtout très très différents de ceux qu'on connaît. Mais en même temps, c'est ça qui est génial parce qu'on est sur des animaux qui sont loin de nous. Et autant avec un chien, notre monde et le leur, ils se chevauchent pas mal. Donc on peut globalement supposer ce que pense le chien, ce qu'il est en train de vivre à tel moment. Puis dès qu'on commence à s'éloigner, ça devient de plus en plus dur de comprendre. Et quand on commence à arriver sur des poissons, on est vraiment à la limite, mais on arrive à trouver des choses. Et c'est ça qui est super excitant. C'est pas des intelligences humaines, c'est pas des intelligences de mammifères, mais c'est des intelligences quand même, avec des individus, avec des vies très très riches. Je vous remercie de votre attention.